pensez que la révolution sexuelle de mai 68 a pu apporter quelque chose ou changer quelque chose à la libido des femmes? Je vais nourrir votre réflexion en vous donnant les résultats de différentes enquêtes qui ont été menées au XXIe siècle. Alors, il y a une très grande enquête qui a été menée en 2003 au niveau planétaire. Ce sont des milliers de femmes issues de pays et de cultures différentes à qui on a posé les mêmes questions. Une de ces questions, c'était de savoir pour quelles raisons elles avaient pu s'engager dans des rapports sexuels au cours des 6 mois précédents. Eh bien, 72% de ces femmes issues de pays et de cultures différentes ont dit qu'elles s'étaient engagées dans des rapports sexuels pour répondre à la volonté de leur partenaire, donc pas à la leur. Toujours dans cette même enquête, il a été démontré que les femmes s'engagent dans des rapports sexuels plus pour renforcer les liens avec leur partenaire que pour leur propre plaisir, et que la satisfaction de leur partenaire passe avant leur propre plaisir, que leur plaisir c'est de ne pas froisser leur partenaire. Il y a plein de clichés encore aujourd'hui qui courent au niveau de la sexualité féminine. Il y a même des manuels d'éducation sexuelle qui sont diffusés en France qui disent que la sexualité féminine, c'est une réponse au désir masculin. Je le répète, la sexualité féminine n'est qu'une réponse au désir masculin. C'est-à-dire que c'est plus un simple consentement qu'un réel désir. Donc, dit autrement, c'est l'homme qui initie l'acte sexuel, c'est lui qui désire la femme, et la femme, même si elle n'en a pas envie, y consent et finira peut-être par trouver du plaisir. C'est encore ainsi qu'on l'enseigne aujourd'hui. C'est pour ça notamment que bien des hommes et même des femmes pensent que le fait de dire non sous-entend qu'il y a un oui, puisque c'est non au démarrage, mais elle consent malgré tout et que finalement ce consentement va pouvoir bifurquer vers du plaisir qui sera un oui. Toujours dans des enquêtes qui sont menées même encore actuellement, il y en a une qui a été faite en 2014 en France et qui a démontré que pour les jeunes adultes français, alors je ne dis pas les hommes, je dis les jeunes adultes, donc hommes et femmes, donc pour les jeunes adultes français, la sexualité de la femme est passive, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est responsable du plaisir, voire de l'orgasme de la femme par ses pratiques, et que la femme, faut bien écouter ça, on pourrait en rire si c'était pas aussi dramatique quelque part de penser encore ça aujourd'hui. On pense donc que la femme doit simplement se détendre, se relaxer, s'ouvrir et s'abandonner. Qu'elle n'est pas actrice ni dans l'acte sexuel, ni dans son propre plaisir, qu'elle n'est pas responsable de son propre plaisir, que son plaisir va venir de l'homme. Au XXIe siècle. Bonjour. Je suis Isabelle Zovzak. J'ai fondé le Centre Tao et la chaîne du Centre Tao. Je suis coach, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je suis ambassadrice du Tao. Et je viens délivrer un message aux femmes, message que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette formation gratuite sur la libido féminine. Je reviendrai à mon message après. Quand j'ai eu une quinzaine d'années à peu près, maman m'a amenée chez le gynécologue. Alors pour d'obscures raisons, et je dis d'obscures parce qu'en fait, je n'étais pas très bien à cette époque de l'année et j'ai su par après que mes parents supputaient que j'étais enceinte. C'est-à-dire que j'avais 15 ans, je n'allais pas bien, c'est que probablement j'étais enceinte. Alors déjà ça, quand je l'ai appris, ça m'avait surprise. Mais là, quand j'ai eu 15 ans, donc maman m'a emmenée chez le gynécologue. Et dans la voiture, elle m'a regardée et elle a fait un
comme ça je vais savoir si tu es encore vierge ou non. Et j'ai été mais incroyablement choquée que déjà, si j'avais voulu parler de ma vie ou de ma non-vie sexuelle à l'époque, parce que à 15 ans elle était vraiment extrêmement light, mais déjà si j'avais voulu en parler à ma mère, je l'aurais fait. Ou alors elle pouvait me le demander, mais me dire comme ça qu'elle allait apprendre quelque chose sur moi qui était tellement intime et personnel. Et en plus, je me disais, donc le gynécologue peut avoir l'idée ou l'envie de discuter du sujet avec ma mère, mais j'étais révoltée. Et il y a d'autres choses qui font que je suis là aujourd'hui. Notamment, quand j'avais à peu près 13 ans, je m'occupais d'une buvette dans un club de judo et de danse dans la ville où j'étais née. Et puis, un jour, il y a des adultes de la structure que je ne nommerai pas, mais qui était beaucoup plus vieux que moi. Il avait, avec mon souvenir actuel, je me dis qu'il avait une cinquantaine d'années, mais c'était peut-être que 40 ans. Mais enfin, pour moi, il semblait vieux. Et il m'a coincé dans le vestiaire, il m'a rentré dans une cabine de change et il m'a ploté, tripoté, essayé de m'embrasser. Et puis j'ai réussi à me faufiler. Et puis j'ai foncé voir maman. Et je lui ai dit, maman, il y a machin, il m'a attrapé, il m'a chopé, il m'a embrassé, il m'a ploté, etc. Qu'est-ce que ma mère a répondu? Elle m'a dit, n'en parle pas à ton père, sinon ça fera des histoires. Et puis j'ai eu plusieurs expériences comme ça. Mais ça serait trop long à raconter aujourd'hui. Dans tous les cas, toutes ces expériences-là m'ont été fort utiles. Parce qu'elles m'ont appris quelque chose de fondamental. D'abord, elles m'ont réveillée au féminisme que je porte en moi aujourd'hui, ça c'est certain. Mais ça m'a appris que je ne pouvais compter que sur moi. Que j'étais libre, complètement libre, de vouloir ce que je voulais, de savoir ce que je voulais, libre de dire non, libre de dire oui, et libre de mener ma vie comme je l'entendais et de ne pas attendre des autres, ni qu'ils ne me dictent ma vie, ni qu'ils me l'imposent, mais que c'était à moi de vivre ma vie. Et grâce à ça, en fait, c'est comme ça qu'à l'âge de 18 ans, j'ai pu dire à papa que j'arrêtais la fac de médecine dans laquelle il m'avait inscrite, et puis que j'ai suivi mon chemin qui m'a amené petit à petit à la médecine chinoise et au taoïsme que j'ai découvert. Alors à la base, j'ai une éducation religieuse, mais très très honnêtement, ce que l'Église catholique pense des femmes, ce qui même il est dit des femmes dans certains passages de la Bible, honnêtement, ça me dérange foncièrement. Penser que le chef de la femme c'est l'homme, moi ça me défrise, comme dit l'expression. Toujours est-il qu'au vu de tout ça, j'ai trouvé dans le taoïsme l'air que je cherchais, la liberté que ce taoïsme m'accordait en tant qu'être humain et en tant que femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je véhicule un message. Et ce message, c'est vraiment un message de réconciliation avec soi, de réconciliation avec son corps, avec sa féminité et avec sa sexualité. Parce que je sais aujourd'hui que la libération de la femme passe par l'affirmation de sa sexualité. Parce que, encore aujourd'hui, la femme est considérée comme étant soumise sexuellement au désir de l'homme. La femme est encore éduquée aujourd'hui comme étant un objet de désir pour l'homme. Tant que seront véhiculés ce genre de clichés, tant qu'on éduquera les jeunes filles à ça, on sera soumise aux hommes. Donc moi je milite pour un féminisme, mais qui est positif, qui est créatif. Je ne suis pas du tout contre les hommes. Les hommes, ils sont comme nous. Ils sont formatés par ce que veut la société. Je ne suis pas révoltée contre les hommes. Je suis pour la femme, pour que chaque femme s'émancipe et que pour chaque femme affirme sa propre sexualité et la vive. Donc, parte à la conquête de sa libido. Et ça va bien plus loin, évidemment, que simplement d'affirmer sa libido, de la conquérir. Ça va beaucoup plus loin, ce message-là. Il faut savoir que, donc, mai 68, ça a une cinquantaine d'années.
qu'on est passé d'une société avec des tabous sur la sexualité à aujourd'hui une société qui est hyper sexualisée. On parle de sexe à tout bout de champ et on a des dictates de la société aujourd'hui qui nous disent à quelle fréquence il faut faire l'amour, quelles pratiques il faut réaliser et que en gros, si au 21e siècle, à 40 ans, on n'a pas été échangiste, qu'on n'a pas essayé tout ce qui se fait, tous les sextoys, qu'on n'a pas eu les expériences à plusieurs, des expériences homosexuelles et j'en passe encore, que si on n'a pas fait tout ça, on a raté sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un diktat des pratiques sexuelle, de la fréquence des rapports sexuels, un diktat de l'orgasme aujourd'hui qui est terrible parce que ça nous enferme dans une norme et que la norme, c'est l'anti-liberté. Ce qui est super important, c'est d'arriver à savoir qui on est, ce qu'on veut et à le mettre en pratique dans sa vie. Alors c'est ce que je vous propose de voir dans cette formation gratuite qui va être en 5 vidéos. Alors, déjà, à qui s'adresse cette formation gratuite? En premier lieu, aux femmes, évidemment. Alors, je dis aux femmes, mais tout de suite, je mets une restriction ou une ouverture, ça dépend comment on se positionne pour voir les choses, c'est qu'elle peut très bien intéresser aux hommes qui sont très #MeToo, hein, ceux qui pensent qu'effectivement... la femme doit être plus libérée, qu'il faut la prendre plus en considération, que le harcèlement sexuel n'a plus lieu d'être, etc., etc. Donc si ces hommes-là veulent apprendre plus sur les femmes, bien évidemment que cette formation gratuite pourra leur apporter un éclairage. Mais bon, essentiellement, cette formation s'adresse aux femmes. Elle s'adresse aux femmes qui peuvent avoir une libido en berne depuis des mois, un manque d'envie qui dure, qui s'installe. Mais c'est aussi à des femmes qui ne sont pas à l'aise dans les relations sexuelles parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur corps. Des femmes qui ne se pensent pas désirables ou pas suffisamment belles pour être l'objet de désir que la société voudrait qu'elle soit. À des femmes aussi qui n'ont pas de communication sur leur sexualité avec leur partenaire ou qui ne sont pas entendues par leur partenaire, qui s'expriment, mais leur partenaire fait fi de leur désir. À des femmes qui ne sont plus émues par leur partenaire, pour qui la passion est tombée et puis la routine s'est installée et à force de routine, elles n'ont plus envie de leur partenaire, elles n'éprouvent plus de désir. À des femmes qui pensent qu'elles sont trop fatiguées pour faire l'amour, mais que si elles n'étaient pas si fatiguées, elles le feraient. Ou à des femmes qui pensent qu'elles n'expriment pas leur désir ou qu'elles ne mettent pas en pratique leur fantasme parce qu'elles ont peur d'être jugées par leur partenaire. Eh bien, cette formation gratuite s'adresse à toutes ces femmes et également aux femmes qui ont subi des abus sexuels ou qui ont eu des rapports sexuels traumatisants, qui les a bloquées, dont la libido est complètement bloquée et fermée. Alors c'est une formation gratuite en 5 vidéos, comme les 5 éléments. Et chaque vidéo se rapporte à un type d'énergie. Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, c'est l'énergie du bois, l'énergie de l'élan. On en reviendra après, je vous expliquerai tout ça, puisque je suis taoïste, et donc je vais vous donner bien des réponses taoïstes. Alors on va voir aujourd'hui, je vais déjà vous montrer plutôt ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette formation gratuite. Alors déjà, pourquoi s'intéresser à votre libido? Ça c'est fondamental. Alors, on va voir, justement, mais on a commencé à le voir, est-ce que la libido des femmes est meilleure maintenant qu'elle l'était avant mai 68? On va voir aussi, se poser la question de savoir si la libido des hommes et des femmes est identique, si le désir des hommes et des femmes est identique.
On verra donc justement quelle est la différence entre la libido et le désir. Quelle est la place des femmes chez les taoïstes, parce que on va le voir d'une façon complètement occidentale, cette notion de la libido, mais bien sûr qu'on va le voir au niveau taoïste, puisque c'est là toute la raison de ma présence, c'est de pouvoir faire cette comparaison entre la libido occidentale et la libido taoïste. Parce que, avec tout ce qu'on nous raconte, avec toute l'évolution qu'il y a eu depuis mai 68, normalement, tout le monde devrait être épanoui au niveau sexuel aujourd'hui, et ce n'est pas le cas. C'est probablement qu'il manque une donnée. On le reverra plus tard. Donc, on va déjà voir quelle est la place de la femme chez les taoïstes, et puis, quelle est la vision de la sexualité et de la libido chez les taoïstes, notamment de la sexualité et de la libido féminine. C'est ça qui nous intéresse. Et puis alors ça va vraiment ouvrir votre réflexion d'une façon hallucinante. Ensuite, eh bien, on va évidemment voir c'est quoi le taoïsme, parce que sans un minimum de notion du taoïsme, il est très difficile de se projeter pour savoir qu'est-ce que la connaissance de la sexualité et de la libido selon le taoïsme peut vous apporter dans cette libération de votre féminité, de votre sexualité et de votre être. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? On verra aussi quelles sont les causes de la baisse de la libido. Des solutions à mettre en place tout de suite. C'est pas le tout de poser le problème, c'est quand même d'y répondre. Donc on verra ça. Et puis on verra des solutions taoïstes pour augmenter la libido. Un tout petit avant-goût, c'est que les taoïstes, ce sont eux qui maîtrisent le mieux l'énergie et les énergies. Et donc, il y a des réponses taoïstes à partir de l'énergie qui sont vraiment fondamentales. On verra ça. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi s'intéresser à votre libido. Qu'est-ce que la libido ? On va voir si votre libido est normale, et puis pourquoi s'y intéresser de près. Alors, la libido, donc on voit ça au niveau occidental. Pour Freud, la libido, c'est une énergie psychique et sexuelle. Alors, le côté énergie psychique, c'est ce qu'il appelle en fait une tension nerveuse, qui est un réservoir d'énergie potentielle. Et puis, l'énergie sexuelle à proprement dite, en fait, ce n'est pas simplement l'acte sexuel ou l'envie de sexe, comme on pourrait penser, mais c'est tout ce qui recouvre nos pulsions, nos désirs, nos envies, nos fantasmes, et toute une activité sexuelle qui soit physique ou imaginaire. C'est ça qui est englobé pour la libido. Alors, au niveau physique, la libido est très liée à la testostérone, même chez les femmes. Nous, les femmes, ont de la testostérone et ça participe à la libido. Mais ce n'est pas simplement lié à la testostérone, c'est aussi très lié à l'investissement qu'on peut mettre dans l'entretien de sa libido. La libido, c'est comme tout. Si on ne s'en sert pas, elle s'effiloche. Donc, si on pense qu'il y a toujours des choses plus importantes, les tâches ménagères, les courses, faire à manger, s'occuper des enfants, dormir, jouer devant les écrans, etc., que tout ça, ça passe avant la libido, on est sûr que la libido va s'effilocher. C'est d'ailleurs une des causes principales d'effilochage, c'est le manque d'investissement. Il y a énormément de personnes qui pensent que leur libido, ça vient clac, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Or, si, on le verra, il y a besoin de l'entretenir. Pour les taoïstes, la libido, c'est bien au-delà de ce que je viens de vous expliquer. Déjà, la libido, c'est fondamentalement lié à l'énergie vitale, à l'énergie des reins. Et quand on entretient sa libido, on rallonge sa vie, on renforce sa vitalité. Tout ça, on le verra plus tard. Mais pour les taoïstes, la libido, la vitalité et donc la qualité de vie
sont incroyablement liées, d'où l'intérêt d'entretenir sa libido. Et on verra également que la libido ne dépend pas que de l'énergie des reins. On a d'autres énergies dans le corps qui sont toutes en interdépendance et en interaction. Et lorsqu'on a certains déséquilibres d'énergie, eh bien, ça peut influer totalement sur notre libido, ça peut même la bloquer. Et il y a un travail d'équilibre de ces énergies à faire pour avoir une bonne libido. Et ce n'est pas simplement dépendant de notre volonté ou de notre testostérone, mais c'est donc dépendant de plein d'énergie. Nous le verrons plus tard. Tout l'intérêt. Alors, votre libido est-elle normale? Ça, c'est une grande question. On voudrait toujours rentrer dans la norme. Est-ce que ma libido est normale? On s'en inquiète. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui ont été faits par l'Institut Kinsey. Alors, l'Institut Kinsey, c'est un institut américain qui s'occupe de comprendre la sexualité au niveau planétaire. Ils font beaucoup d'enquêtes sur le sujet. Alors, c'est une enquête de cet Institut Kinsey démontre que la normalité des rapports sexuels pour les 18-29 ans, c'est 9 à 10 rapports par mois. Pour les personnes qui ont entre 30 et 39 ans, c'est 7 à 8 rapports par mois. Et puis pour les personnes entre 40 et 49 ans, 5 à 6 fois par mois. Alors ça, c'est une norme. Alors, vous voyez que j'ai écrit « mais » en rouge. Alors, c'est quoi ce « mais » ? Ce « mais », c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens mentent dans les enquêtes, encore plus quand il s'agit de sexe. Quand je dis le mot « mente », ça va peut-être un petit peu loin. En fait, les gens répondent souvent selon une image idéalisée d'eux-mêmes. Je prends un exemple. Si par exemple, on pose des questions sur la sexualité à une personne et qu'on lui demande combien de rapports sexuels elle a par semaine, ça peut très bien être une femme fatiguée qui a peu de rapports sexuels depuis quelques mois parce qu'elle est fatiguée, elle est stressée, avec son compagnon il y a des tensions, enfin un truc relativement classique, mais elle se dit que s'il n'y avait pas toutes ces conditions qui seraient réunies, elle aurait une libido tout à fait normale et que sans ça, elle ferait bien l'amour 2 ou 3 fois par semaine. Et elle va répondre 2 ou 3 fois par semaine. Elle n'a pas l'impression de mentir, juste elle idéalise la situation dans laquelle elle est. Donc ça fait qu'il y a des gens qui répondent de manière non réelle, je veux dire. Je ne vais pas dire de manière mensongère, je vais dire de manière non réelle. Ils répondent comme ça dans ce genre de sondage. Et puis il y a les gens aussi qui veulent faire partie de la norme. Et la norme, c'est grave parce que la norme, elle est véhiculée par les médias, mais la plupart du temps, c'est des faits qui ne correspondent qu'à des petits groupes de gens, surtout concernant la sexualité, et qui sont véhiculés dans les médias comme étant la norme. Un exemple, si les médias racontent que la masturbation, c'est le must de ce qui se fait le mieux, et que c'est la norme, que tout le monde se masturbe, et qu'on fait un sondage sur la masturbation, eh bien des personnes vont répondre qu'elles se masturbent, même si ce n'est pas le cas, parce que, si elles ne l'ont pas encore fait, ça leur trotte dans la tête, elles se disent tout le monde le fait, donc je vais être comme tout le monde, donc je vais répondre oui, je vais m'y mettre. Même si elles ne l'ont jamais fait. C'est en ça que les sondages sur la sexualité ne représentent pas la réalité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'instituts de sondage qui corrigent la réalité parce qu'ils savent qu'il y a un pourcentage de réponses fausses. Hein. Et puis un autre truc, hein, j'y pense, si c'est l'Église catholique qui fait un sondage sur la sexualité, on va probablement pas donner les mêmes réponses que si c'est un site de jeunes hyper branchés qui font le sondage. On adapte nos réponses, la plupart du temps de façon inconsciente et bien malgré nous. Mais en tout cas, ça fausse les résultats. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est quand on veut se dire est-ce que ma sexualité est normale, eh bien à partir de ce moment-là, on rentre dans la norme. Et la norme, ça nous enferme complètement, ça nous coupe à notre propre liberté. Donc la bonne question à se poser, c'est pas de savoir si
votre libido, elle est normale. C'est de savoir si elle est celle que vous voulez. C'est ça qui est primordial. C'est quoi mon identité sexuelle? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et c'est cette identité-là qu'il est important de trouver. Quelle est ma libido? Et se ficher de si c'est la norme ou pas la norme. Ça, c'est extrêmement important. Et on a une époque où les tabous sur la sexualité reviennent en masse. Il y a beaucoup plus de tabous sur la sexualité au XXIe siècle que à la fin du XXe siècle. Il y a ce qu'on appelle un néo-puritanisme qui revient. Il y a de nouveau toute une censure qui se fait. Et tous ces tabous-là plombent notre sexualité de façon, la plupart du temps, complètement inconsciente. Cette formation gratuite, elle a aussi pour but de vous faire prendre conscience de ça, parce que le premier pas dans l'évolution, dans le changement, c'est la prise de conscience. Comment on est formaté, comment on en vient à faire ou à ne pas faire des choses qu'on a envie ou pas envie, et revenir à soi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, et m'affirmer dans ma féminité, ma sexualité, ma propre libido. C'est toute cette démarche-là qui est importante, qui est passionnante à faire. Alors, comme aujourd'hui c'est la vidéo sur les sondages et les enquêtes, il y a une autre chose que je voulais partager avec vous et que je trouve qui est très très intéressante, parce que on dit que les gens mentent plus ou moins dans leurs réponses dans ce type d'enquête, mais il y a des choses qui ont été démontrées de façon complètement objective. C'est les recherches sur Google. Donc il y a des gens qui s'intéressent aux recherches qui sont faites sur Google et qui en tirent des conclusions qui sont justes parce qu'objectives, puisque là, les gens sont protégés par un anonymat. Alors, les recherches sur Google démontrent que les hommes posent plus de questions sur leur sexe que sur n'importe quelle autre partie de leur corps sur Google, et que c'est générateur de beaucoup d'anxiété. Et puis, il y a également beaucoup de questions sur le sexe et sur le mariage. Et par exemple, il y a 3 fois plus de questions sur la notion de mariage sans sexe que sur la notion de mariage malheureux. Et il y a 8 fois plus de questions sur la notion de mariage sans sexe que sur la question de mariage sans amour. Et dans les questions sur Google qui concernent le mariage où il n'y a plus de sexualité entre les deux partenaires, eh bien c'est à égalité entre les femmes et les hommes. Alors quand on vient dire que la libido des hommes est meilleure que celle des femmes, ça, c'est aussi des clichés qui courent dans la tête, qu'on nous a mis dans la tête, que la libido des hommes est plus forte que celle des femmes. Parce que, par exemple, quand on va voir sur les recherches sur Google, eh bien, on se rend compte que c'est à égalité chez les hommes et chez les femmes. Quand il n'y a plus de sexe dans un couple marié, en l'occurrence, eh bien, les femmes font autant de recherches que les hommes. Alors qu'on pourrait croire que finalement, elles s'en fichent ou que ça les arrange. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, la sexualité féminine serait plus dans une notion de consentement que de désir. Il y a énormément de choses à voir sur le sujet, et c'est un sujet fondamental parce que c'est la libido, c'est notre énergie vitale, notre pulsion de vie. Notre sexualité nous détermine, c'est très très important. Alors il y a plein de choses qui influencent notre sexualité, parce que par exemple les filles qui sont initiées à la sexualité à l'âge de 15 ans ont une vie sexuelle au moins 2 fois plus importante que des filles qui sont initiées à leur sexualité à partir de l'âge de 21 ans. Il y a vraiment plein de choses qui influencent notre sexualité. C'est ni bien ni mal. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui influencent notre sexualité et qu'il faut juste savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et trouver sa propre ligne directrice. Sans honte, sans la norme, sans les diktats de la société. Je repense à un autre exemple, c'était la petite Marine que j'avais accompagnée pendant quelques temps. Elle avait 35 ans.
Et à un moment donné, dans un des entretiens qu'on a eus, alors que ça faisait 2 ans que je la suivais, 2 ans, hein, au bout de 2 ans, elle m'a avoué qu'elle était toujours vierge. Elle avait 35 ans. Elle a eu tellement honte de me l'avouer, qu'ensuite je ne l'ai plus jamais revue. Elle avait juste honte d'être vierge à 35 ans parce que les diktats de la société, la norme, aurait voulu qu'à 35 ans, elle ait eu telle et telle et telle expérience sexuelle, tant et tant de partenaires. Ce qui me fait encore penser à autre chose. Toujours dans les enquêtes qui sont menées au niveau de la sexualité et toujours pour pour vous ramener à votre propre libre arbitre et pas simplement à rentrer dans des chiffres, c'est aussi savoir lire derrière les chiffres. On a demandé aux hommes et aux femmes, dans des enquêtes dont je vous ai parlé au XXIe siècle, combien de partenaires ils avaient eu dans leur vie. Alors, les hommes, c'était 11 partenaires et demi à peu près dans leur vie, et les femmes, 3,3, si mes souvenirs sont exacts. Hein. Donc, en gros, 11 partenaires pour les hommes et 3 partenaires pour les femmes. Ceux qui ont fait cette enquête se sont posé des questions, à savoir comment les hommes font pour avoir beaucoup plus de partenaires que les femmes, puisque, a priori, dans les relations hétérosexuelles, il faut un homme et une femme. Mais en fait, il en est ressorti que, déjà, dans les croyances collectives, dans notre inconscient collectif et dans les diktats de la société, c'est valorisant pour les hommes d'avoir un nombre de partenaires important, alors qu'aujourd'hui c'est toujours mal vu pour les femmes. C'est fou, mais les femmes sont considérées comme, la plupart du temps, soit étant comme des mamans, soit des putains, pour le dire comme il faut, mais les femmes n'ont pas à avoir de multiples partenaires sexuels, c'est toujours très mal vu. Donc déjà ça influence sur les réponses que l'on peut donner. Mais en cherchant plus loin, dans ces enquêtes-là, on a trouvé que les hommes comptabilisent tous les rapports sexuels qu'ils ont, même si c'est une aventure d'un soir, un coup d'un soir, ils le comptabilisent, alors que les femmes, elles, comptabilisent seulement les relations amoureuses qui ont compté dans leur vie. Donc déjà là aussi, on voit comment ça peut influer sur les réponses des uns et des autres. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous libérer de la norme de la libido. Votre libido, c'est la vôtre, point barre. Elle n'a pas à être normale ou anormale. On n'est pas dans des cadres de pathologie, qu'elle soit physique ou mentale. Là, on est dans le cadre de la libido classique, de la nana normale, comme vous, comme moi. Le coup classique. La norme vous enferme. La norme, c'est des diktats. On s'en fout. On en sort de là, on en revient à être libre d'avoir sa propre libido, libre d'avoir sa propre vie, libre d'exprimer sa féminité, de s'approprier son corps, libre de faire ce qu'on veut, libre, point barre. C'est toute la démarche que je vous propose dans cette formation. C'est de libérer votre libido en partant à sa conquête et sans s'enfermer dans des normes. J'espère que le message est passé. Alors on va faire une petite pause, on va faire une respiration de la paix. La respiration de la paix, c'est une respiration taoïste. C'est pour ça que je vous convie à faire cet exercice taoïste. Alors pour le faire, je vais vous demander de vous asseoir bien confortablement au fond de votre siège, avec les pieds à l'écartement du bassin, bien à plat au sol, les épaules relâchées. Pour avoir le dos bien placé, il suffit de pousser les fesses dans la chaise. Et il ne faut pas se crisper, il faut juste redresser le dos en poussant les fesses dans la chaise. Et puis relâchez vos épaules, relâchez vos bras, relâchez votre tête. Relâchez votre ventre. Voilà, après tous ces chiffres, après toutes ces discussions, on se place tranquillement. Et on va rentrer tout doucement dans cet univers taoïste par cette porte d'une respiration de la paix avec soi-même. Puisque la paix avec soi-même amène la paix avec les autres.
On inspire par le nez, inspire par le nez. Voilà, gonfle tes poumons, gonfle ton ventre. Et doucement expire. Maintenant, à nouveau, inspire par le nez, profondément. Quand tu inspires, tu ouvres ta poitrine. Tu remplis ton buste et ton abdomen d'air. Et doucement, tu expires par la bouche, comme si tu soufflais dans une paille par la bouche. Maintenant, à nouveau, tu inspires. Quand tu inspires, tu lèves le menton. Tu lèves légèrement les épaules et tu les tires en arrière et tu rapproches les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir ta poitrine. Puis dans l'expiration, tu relâches. Tu relâches légèrement le dos, la tête, les épaules vers l'avant. À nouveau, tu inspires par le nez. Tu lèves légèrement tes épaules, tu les tires en arrière, tu rapproches les omoplates l'une de l'autre pour ouvrir ta poitrine et pendant que tu inspires, tu penses à la paix. Tu te remplis de paix et dans l'expiration, tu souffles sérénité. À nouveau, tu inspires. Tu te remplis de toute la paix intérieure que tu souhaites. Inspire. Ouvre ta cage thoracique. Rapproche les omoplates l'une de l'autre. Paix intérieure. Et dans l'expiration, tu relâches tes épaules, tu relâches ton buste et tu expires sérénité. À nouveau, inspire. Paix intérieure. Et expire, sérénité. Ouvre les yeux, redresse-toi à nouveau sur ta chaise en poussant légèrement les fesses. Relâche ton buste, relâche ton dos et maintenant inspire. Quand tu inspires, tu te tournes vers la droite en poussant tes fesses. Je le fais dans le même sens que toi, vers la droite. Et quand tu expires, tu reviens au milieu, tu relâches ton buste. Tu inspires. Ouvre-toi du côté gauche. Ouvre ta poitrine. Pousse les fesses dans la chaise. Expire. On le refait. Pousse les fesses dans la chaise. Inspire. Pivote du côté droit. Paix intérieure. Et doucement expire. Reviens au milieu. Sérénité. Inspire, pivote vers le côté gauche en poussant les fesses dans la chaise. Paix intérieure. Reviens au milieu. Sérénité. Inspire vers la droite. Paix intérieure. Souffle, reviens au milieu. Sérénité. Inspire vers la gauche, paix intérieure. Ouvre ta poitrine. Expire, reviens au milieu, sérénité. Et relâche tes bras, relâche ton buste, relâche ta tête, ferme les yeux et laisse-toi doucement relâcher. Balance tes bras à droite, à gauche et ta tête à droite, à gauche, comme si tu étais une poupée de chiffon. Respire et relâche ton buste, relâche, relâche, relâche. Secoue tes bras. Relâche la tête à droite, à gauche. Oh, comme si tu étais vraiment, vraiment toute molle, toute molle, toute molle. Relâche bien. Replace-toi au milieu, assis sur ta chaise et joins les mains. Maintenant, en inspirant, tu lèves les mains au ciel. Tu te remplis d'air au plus profond de toi et en expirant, tu ramènes tes mains jointes jusqu'au nombril. Tu inspires jusqu'au plafond, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Expire,
Ramène tes mains au niveau du nombril. Et une dernière fois ensemble, inspire. Paix intérieure. Expire, ramène les mains à ton nombril. Sérénité. Pose les mains sur tes cuisses. Redresse la tête, ouvre les yeux. Alors ça, c'est une version de la respiration de la paix intérieure que tu peux faire régulièrement quand tu as besoin de retrouver la paix intérieure. Quel que soit le contexte, que ce soit au travail, avec les enfants, avec ton partenaire, toute seule, quand tu as besoin de retrouver de la paix intérieure, tu pratiques cette respiration qui se fait rapidement et qui apporte un bénéfice fou. Note-toi le bien, la respiration de la paix intérieure. Tu verras que de partir à la conquête de ta libido va t'amener énormément de choses, notamment de la paix intérieure. Parce que plus tu t'affirmeras, plus tu seras droit dans tes bottes, plus tu auras confiance en toi, plus tu auras d'estime de toi, plus tu seras sereine et plus tu seras en paix intérieure. Je me rends compte que je suis passée du vous au tu, mais alors c'est sûr que quand on travaille ensemble, le tutoiement vient d'emblée, il n'y a plus de barrières, on laisse tomber les barrières. Alors, pour finir, aujourd'hui, on va voir ce qu'on verra dans la prochaine capsule. On va parler de l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre parce qu'on va aller plonger dans les racines de la libido féminine. On va voir un peu d'histoire. On va voir quels ont été les tabous, quels sont les tabous au niveau de la sexualité féminine, de la vision féminine, des inégalités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, entre la sexualité féminine et la sexualité masculine. C'est vraiment plonger dans les racines de la libido des femmes au XXIe siècle, parce qu'on ne se débarrasse pas de millénaires en quelques années. Tout ça, on le porte en nous, chaque femme le porte en elle. Et on verra donc si la libido féminine, c'est un combat à mener. Ça, donc, c'est dans la prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. La libido féminine, c'est l'amorce pour l'égalité des femmes. La liberté des femmes passe et passera par cette libération de la sexualité féminine, pour ne plus être l'objet du désir des hommes, pour ne plus être asservie aux hommes. La libération de la femme passe par son affirmation de sa libido, l'affirmation de sa sexualité. Il y a énormément de féministes qui l'ont dit. Il y a une institutrice de la fin du 19e qui s'appelait Louise Michel, qui était une fille féministe convaincue, qui se battait pour qu'on enseigne, déjà pour que l'école primaire soit ouverte aux filles, mais aussi pour qu'on enseigne les mêmes matières aux filles qu'aux garçons, parce qu'à l'époque on enseignait la couture et l'éducation catholique aux filles, mais pas les maths, ni la techno, ni quoi que ce soit. Et elle s'est battue pour qu'on enseigne les mêmes matières et qu'on enseigne l'éducation sexuelle aux filles, fin du 19e siècle, parce qu'elle en avait conscience. Une autre femme qui a énormément joué, même plus que joué, qui a eu un impact pour la féminité, c'était George Sand. Au demeurant, c'était pas son vrai nom, c'était Amantine, Lucille, Aurore. Elle était baronne en plus, baronne du Devant. Bref, George Sand, pour elle, la condition féminine, c'était pour dans un idéal d'amour, de partage, d'égalité, de fraternité. C'était pas un combat contre l'homme. On en est encore aujourd'hui à penser que les femmes qui sont féministes, elles sont jalouses des hommes, elles veulent être l'égale des hommes, mais on ne veut pas remplacer les hommes, on ne veut rien leur prendre, on veut juste exister, être nous-mêmes.
Donc c'est tout ça qu'on va voir, parce qu'on en est encore là, malgré tous ces combats de femmes qu'il y a eu, malgré toute cette avancée. Je dis avancée, je pense pseudo-avancée, eh ben on en est toujours au même niveau. D'où l'importance de partir à la conquête de votre libido, ce qu'on va faire ensemble. Alors, il y en a plein de boulot à faire ensemble, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, l'énergie de la Terre. Allez voir dans les racines de la libido féminine. Ciao, ciao. Est-ce que vous pensez que partir à la conquête de votre libido est un acte féministe? Et est-ce que vous pensez que l'histoire des femmes et la place des femmes dans la société peut avoir un impact sur votre libido? Bonjour, je suis Isabelle Zovzak. J'ai fondé le Centre Tao, je suis coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao. Je délivre un message taoïste aux femmes qui est un message de réconciliation avec soi, avec son corps, avec sa féminité et avec sa sexualité. C'est ce que nous voyons lors de cette formation gratuite en 5 étapes. Vous avez déjà pu voir lors de la première vidéo en quoi il était fondamental pour les femmes de réveiller leur libido, d'affirmer leur libido et leur sexualité pour ne plus être soumises aux hommes dans cette société qui nous formate. Nous subissons le poids de millénaires de croyances, d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et les femmes encore aujourd'hui sont éduquées à être un objet de désir pour les hommes. Alors mon message n'est pas un message de conflit ou de lutte contre les hommes, ni un message de convoiter la place des femmes. Dieu m'en préserve. Mon message est un message féministe positif et créatif. C'est simplement un message pour les femmes, pour que les femmes retrouvent leur place, puissent s'épanouir et puissent retrouver une libido épanouie. On va le voir au fur et à mesure de cette formation que la libido est complètement impactée. La libido des femmes d'aujourd'hui est complètement impactée par toute l'histoire que nous portons, tout ce poids de croyances millénaires, tout cet inconscient collectif qui est dans nos têtes. Nous en avons hérité. Et aujourd'hui, justement, nous allons aller dans l'étape de la Terre, c'est le sujet du jour, puisque nous allons aller voir dans les racines de la libido qui sont plantées justement dans toute cette histoire. Vous allez voir au fur et à mesure de cette formation gratuite qu'on fait beaucoup de choses au niveau occidental de nos jours pour la libido des femmes, mais qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et c'est justement pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que si de mettre un gel chauffant dans le vagin, ça pouvait suffire, ou si le fait de prendre ou d'arrêter la pilule pouvait suffire, ou de regarder un film érotique pouvait suffire, je ne serais pas là aujourd'hui. Malgré toutes les avancées qu'il y a eu depuis un demi-siècle, depuis mai 68, malgré toutes les avancées, il y a énormément, encore aujourd'hui, de misère sexuelle dans le monde, d'insatisfaction, d'incompréhension, de manque de communication, de manque de compréhension
Parce que quand on va voir le docteur, pour un gynécologue, pour un manque de libido, ça ne marche pas. Parce que, notamment, les gynécologues et les docteurs n'expliquent pas ce que je vais vous expliquer dans cette formation. Le passage d'aller planter, d'aller voir dans les racines qui sont plantées dans la terre de notre libido, c'est fondamental. La démarche taoïste que je vous propose, elle est essentielle à retrouver une bonne libido, une saine libido, et bien au-delà, à retrouver un épanouissement féminin, à faire rayonner sa féminité. C'est tout le but de cette formation. Alors aujourd'hui, au programme, je vous sens alléché. Donc la question du jour, c'est est-ce que la libido féminine est un combat à mener ? J'aurais pu mettre un point d'exclamation plutôt qu'un point d'interrogation, on est d'accord ? On va voir un peu d'histoire, on va voir les inégalités hommes-femmes, quels sont les tabous qu'il y a aujourd'hui, et puis on finira par une méditation bien particulière. Et avant d'enchaîner, je pense à une anecdote qui est rigolote, parce que je vous expliquais juste à l'instant que je ne rentre pas en conflit avec les hommes et que ce n'est pas du tout mon message, puisque dans le taoïsme, il n'y a pas de rivalité. On s'aime, il y a vraiment cette notion d'égalité et de fraternité. Donc c'est pas du tout en contrepartie, et ce n'est pas contre les hommes, c'est vraiment contre la société qui nous formate, et on va le voir un petit peu plus tard. Mais dans cette notion de société qui nous formate, j'avais lu une étude qui avait été faite où on avait montré des striptease masculins à des femmes et des striptease féminins à des hommes. Bon, les hommes n'ont eu aucun problème à regarder un striptease féminin. Par contre, on a noté que les femmes qui assistaient à un striptease masculin étaient mal à l'aise parce qu'elles ne savaient pas comment se comporter, parce que ce n'était pas normatif pour la société. Alors je ne vous parle pas des spectacles des Chippendales, où là, il y a une synergie de groupe qui fait que je pense qu'on peut mettre n'importe quelle femme au milieu, elle va se sentir emportée par le groupe, c'est une énergie massive dans un spectacle. Là, maintenant, c'est devenu plus courant. L'étude qui avait été faite, c'était vraiment un homme qui faisait un striptease devant quelques femmes. Et ça, c'était terriblement... c'était pas bien passé du tout. Et l'anecdote que je voulais vous raconter par rapport à ça, c'est que je ne voulais pas mourir idiote, et donc je fais des expériences. La vie, c'est une expérience temporelle et sensorielle, donc je fais des expériences. Et je me demandais ce qu'il y avait, on était en vacances une fois avec mon mari, et je me demandais ce qu'il y avait derrière les bâtiments où il y avait écrit « Adult Entertainment », je dis très mal, enfin les divertissements pour adultes. Donc j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe. Un soir, on y va, on rentre. Je ne sais pas si on est resté 30 secondes ou 2 minutes, mais en tout cas, c'était très très court. Et j'ai vu que dans ces bâtisses de divertissement pour adultes, en fait, c'était simplement des divertissements pour les hommes. C'était des femmes qui étaient en petite tenue, qui se dandinaient, qui tournaient autour des poteaux, qui faisaient de la pole dance. Et c'était des hommes solitaires, c'était pas des couples. Et ça m'avait choquée parce que c'était écrit adulte, pas homme. Mais c'était vraiment fait pour les hommes. Donc ça, c'était la petite parenthèse, juste pour vous montrer comment la société formate et comment nous avons à faire un chemin, femmes que nous sommes, pour vraiment libérer notre libido. Et ce n'est pas du tout... je vous incite pas à la débauche. Il y a plein de nuances. Ce n'est pas soit on est vierge, soit on est une débauchée. Justement, ça, ce sont les tabous contre lesquels nous avons à lutter pour pouvoir épanouir notre libido sans préjugés, sans tabous. C'est tout le but de cette formation gratuite. Donc, ce n'est pas de faire de vous des débauchés, c'est justement simplement de comprendre tout ça, d'en prendre conscience, pour justement pouvoir être libre d'être soi-même. Et c'est qu'en étant libre d'être soi-même que notre libido peut s'épanouir. C'est ça la conquête que nous avons à mener. Alors nous allons démarrer aujourd'hui par un petit peu d'histoire. Et je vous ai mis cette statuette d'une Vénus qui date de quasiment 24 000 ans avant Jésus-Christ. Et à l'époque, à cette époque très lointaine, on vouait des cultes aux déesses, car c'était elles qui procréaient.
Donc c'était les cultes des déesses, et on peut voir une foultitude de statuettes représentant le culte de la féminité, même à l'époque de l'Égypte. C'est vraiment très très vieux. Mais à un moment donné, les hommes se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que les femmes qui avaient à voir avec la procréation, que eux aussi pouvaient procréer. Et à partir de ce moment-là, les hommes ont pris le pouvoir et ils ont instauré des dieux, et en plus des dieux qu'il fallait craindre pour asservir la population, et notamment les femmes. Et à partir de ce moment-là, les femmes, selon les sociétés, les civilisations et les époques, sont devenues soit des objets de plaisir, soit des marchandises ou des servantes. Et vraiment, l'histoire des femmes a changé quand les hommes se sont rendus compte qu'ils pouvaient eux aussi procréer. Ce que je trouve hallucinant, parce que ça démontre qu'il y a eu une domination féminine, puis une domination masculine, alors que les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. On arrivera un jour à cette égalité, et je ne parle pas d'égalité de sexe, puisqu'il y a un sexe féminin, un sexe masculin. L'humanité n'est pas divisée en homosexuels et en hétérosexuels, elle est divisée en sexe masculin, en sexe féminin. Ça, c'est un fait. Hein. Mais par contre, il peut y avoir un juste respect de l'un et de l'autre, sans sentiment de domination. Et c'est aussi dans ce sens-là que je suis taoïste, et que le taoïsme, que je vais très prochainement vous faire découvrir, vous verrez que c'est vraiment la voie vers cette égalité d'être à être, ce rapport horizontal d'être à être que nous avons à mener. Alors je vais passer directement de cette époque antique au XXe siècle, parce qu'au XXe siècle, il y a eu une avancée phénoménale pour la condition féminine. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui m'ont paru suffisamment importants ou anecdotiques pour en parler. En 1909, donc, il y a eu la création du congé de maternité qui était de 8 semaines et non rémunéré. Donc c'était quand même déjà un progrès, hein. Mais surtout ce qui m'a choqué, marqué, c'est que le port du pantalon n'était plus un délit pour les femmes au cas où elles avaient un guidon de vélo ou des rênes de cheval dans les mains. C'est-à-dire qu'en dehors de ces deux cas, c'était toujours considéré comme un délit pour une femme de porter un pantalon. Là, je suis en France. Hein. Alors en 1938, oui, il y a la suppression de l'incapacité juridique des femmes. Hein. Elles ne doivent plus obéissance à leur mari. Alors ce qui est fou, c'est que jusqu'à l'avant-guerre 14-18, les femmes étaient considérées comme mineures devant la loi. Toute leur vie, les femmes étaient considérées comme mineures. Elles passaient de l'autorité d'un père à l'autorité d'un mari, mais, je le répète tellement c'est ouf, elles étaient considérées comme mineures tout au long de leur vie, incapables de réfléchir pour elles, incapables de s'assumer. C'était à un tel point que, toujours au début du XXe siècle, on enseignait aux filles des matières comme la couture, le savoir-vivre, les recettes de cuisine, parce qu'on pensait qu'elles avaient le cerveau trop mou pour apprendre autre chose. Et je me dis bien trop mou, j'invente pas, hein. Il était dit à l'époque que le cerveau des filles était trop mou. Alors, le droit de vote accordé aux femmes en 1944, là aussi incroyable. Jusque-là, on refusait le droit de vote aux femmes parce que c'était leur donner non seulement une égalité par rapport aux hommes, donc c'était leur reconnaître la capacité de choisir les lois qu'elles voulaient voir voter. Jusqu'à présent, les femmes qui travaillaient et qui étaient payées, payaient leurs impôts sans avoir voté les lois qui géraient le paiement des impôts. Elles subissaient tout. Et en fait, j'hésitais dans ma phrase parce que je pensais à autre chose, parce qu'à l'époque encore, les femmes qui travaillaient et qui gagnaient un salaire, le salaire était perçu par le mari au début du XXe siècle. Et donc tout ça, c'est pour ça qu'au XXe siècle, il y a eu une énorme progression dans la condition féminine, notamment avec le droit de vote, et ça leur donnait une égalité avec les hommes, mais pire, avec les curés.
parce que les curés avaient le droit de vote, mais pas les femmes. Et donc c'est pour ça que c'était tellement difficile, cette avancée dans la société. On s'en rend plus compte maintenant, parce que c'est normal. Mais tous ces combats que les femmes ont menés au XXe siècle, on peut les en remercier, et ça nous a vraiment changé la vie. Alors 1964, oui, les femmes peuvent avoir un compte en banque, s'il y a des contrats, faire un emprunt et divorcer. Et elles peuvent avoir un compte en banque. Moi, quand je suis née, ma mère n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Elle ne pouvait pas signer son contrat de travail toute seule. Et elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque avec elle. Toute seule, enfin, pour elle. J'étais née et c'était encore comme ça pour ma mère. Nos mères ont vécu ça, pour l'immense majorité de vous qui me regardez. Mais il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, bien sûr. Alors, 1967, légalisation de la contraception. On verra après si ça a eu un impact sur la libido féminine. Et puis, en 1971, il y a eu le manifeste des 343 salopes, ce qui me fait rire parce que très souvent, aujourd'hui, on ne parle plus que du manifeste des 343 et plus des 343 salopes, alors qu'à l'époque, il a été dit comme ça. En fait, c'était juste l'époque avant la loi Veil qui a été votée en 1975 pour le droit à l'interruption de la grossesse. Donc il y avait des femmes qui se sont élevées et qui ont avoué qu'elles avaient eu recours à l'avortement de manière illégale. C'est pour ça qu'on les avait traitées de salopes. Et elles sont intervenues dans tous les débats qu'il pouvait avoir au niveau de cette loi sur l'IVG, parce qu'elles disaient que c'était pour retrouver la liberté de leur corps, que leur corps leur appartenait, que leur ventre leur appartenait, et que ce n'était pas à l'État de décider ou non si les femmes devaient avoir un enfant ou pas, qu'elles pouvaient être libres, et qu'il n'y avait dans l'histoire eu que les esclaves qui n'avaient pas le droit le droit de disposer de leur corps, et qu'encore maintenant les femmes n'avaient pas le droit de disposer de leur corps. Alors, je sais qu'il y a les pour-avortement et les contre-avortement, il y a tout un débat éthique derrière, mais ce débat-là, d'être une femme qui a le droit de disposer de son corps et le droit de choisir de faire un enfant ou de ne pas en faire un enfant, ça a été à l'époque un combat que des femmes ont mené, et toutes ces 343 femmes, dont Simone de Beauvoir, qui ont signé ce manifeste, ça a été d'une puissance très très forte, puisqu'elles ont avoué avoir eu recours à l'avortement, et c'était illégal à l'époque. Et ces femmes-là ont fait avancer la condition féminine, et chaque femme peut faire avancer la condition féminine en affirmant sa féminité, sa condition féminine et sa sexualité. On va y venir. Alors, l'égalité des salaires a été votée en 1972. Ça, je l'ai mis pour faire un grand parce que au XXIe siècle, en moyenne, l'égalité des salaires, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes pour les mêmes postes, c'est entre 12 et 20%. Plus les postes sont importants, des postes de cadre, plus l'écart est important. Pourtant, à la fin des études, il y a plus de femmes diplômées que d'hommes diplômés. Eh bien, dès la fin des études, les femmes plus diplômées que les hommes vont toucher moins dans les salaires que les hommes. Pour les cadres, 20% de moins. Alors qu'il y a une loi pour l'égalité des salaires. Il y a encore du boulot, on progresse, mais il y a encore bien du boulot. Voilà un petit peu pour l'historique que je voulais vous ancrer. Ce n'est quelques dates, parce qu'on pourrait faire une formation entière sur le sujet qui est passionnant. Alors je vous ai mis quelques photos de mai 68. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. La nudité est la création de Dieu. Et on voit bien tout ce côté New Age, hippie, qui est sorti à cette époque-là et qui a tellement fait avancer la condition féminine. Avec cette magnifique affiche contre l'ordre moral, le sexisme et le machisme, jouissons sans entrave. C'était vraiment
la démarche de l'époque. Alors là aussi, j'hésitais parce que je pensais à ce que j'allais dire par la suite. Jouissons sans entrave. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose à la libido féminine, cette époque-là? La libération sexuelle, la libération de la femme et donc la contraception. Ceci étant dit, quand je dis la contraception, c'est aussi beaucoup la pilule, parce que la capote existait déjà, le préservatif existait déjà. Mais la contraception, la pilule, ça a vraiment libéré les femmes, parce que comment pouvaient-elles être détendues en faisant l'amour quand elles avaient peur d'être enceintes? Ça pouvait mettre un frein. Donc on pourrait se dire, oui, la révolution sexuelle de 1968 a pu libérer les femmes, et cette époque-là, grâce à la contraception. Mais, ce n'est pas si forcé, si évident que ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les femmes, il y a plein de femmes qui disent avoir une libido moindre avec la pilule. Alors les gynécos l'expliquent en disant que quand on prend la pilule, ça diminue la production de testostérone des femmes. Et je vous le disais dans la première vidéo, la testostérone fait partie de la libido. Si on va voir au niveau hormonal, si on ne va voir qu'au niveau hormonal, puisque on sait bien que la libido n'est pas liée qu'aux hormones. La libido est liée aux émotions également, et puis elle est liée, ce qu'on verra quand on va approcher du taoïsme, elle est liée énormément à nos énergies. Mais en Occident, on n'étudie pas du tout l'énergie, les gynécos n'étudient pas du tout les énergies. Donc pour eux, les femmes qui n'ont pas de libido en prenant la pilule, c'est à cause de la baisse de testostérone. Et il y en a d'autres qui disent que justement, c'est quand elles arrêtent la pilule qu'elles ont une baisse de libido. En fait, il n'y a pas de loi. On se rend compte que pour certaines femmes, ça ne change rien. Pour certaines femmes, il y a plus de libido sans la pilule, ou il y a plus de libido avec la pilule. Alors peut-être que derrière, il y a un désir d'enfant ou la peur de concevoir. C'est complexe tout ça. Mais c'est pour dire que si on pense que la pilule a pu libérer la libido de la femme, ben on se rend compte finalement que c'est faux. Elle n'a pas libéré la femme. Et même aujourd'hui, il y a des femmes qui disent que la pilule, c'est fait pour... En fait, c'est un poison, on empoisonne les femmes pour le simple plaisir de l'homme. Parce que maintenant, l'homme, il a mis sur le dos des femmes toute la responsabilité de la contraception, puisque la pilule existe, c'est aux femmes de prendre la pilule, et lui n'a plus besoin de se retenir ou de ne pas avoir de rapport sexuel pendant que madame est féconde, si madame ne veut pas avoir d'enfant. Il y a la pilule, donc pour l'homme, la femme peut être baisable constamment. Je le dis bien baisable parce que c'est vraiment dans cette notion de femme-objet, de femme-service, de femme à son service de l'homme, que la notion de contraception a pu amener finalement à terme quelque chose de plutôt confus dans la tête des femmes. Et moi je le constate aujourd'hui, de plus en plus de femmes veulent revenir à une contraception plus naturelle parce qu'elles se rendent compte que de prendre des hormones de synthèse au quotidien, c'est très dangereux pour leur santé. Donc il y a un retour, et sans m'étendre plus dans cette digression, je le redis, finalement la pilule et cette contraception féminine n'a pas tant libéré la libido des femmes que ce qu'on pourrait croire. Du coup, je leur dis, la libération de la libido de la femme, ça passe toujours par la connaissance de soi, de son corps, de ce qu'on veut, de l'affirmation de soi, l'affirmation de sa sexualité et de cette gestion de sexualité par rapport à sa vie de femme, les périodes où on est féconde et les périodes où on ne l'est pas. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, pour le fun, en 1950, Moulinex disait qu'il libérait la femme. Là, ce n'était pas du tout une question de contraception qui pouvait libérer la femme, c'était les appareils électroménagers. La femme, elle pouvait être contente quand son mari lui offrait un appareil électroménager parce que c'était ça qui la libérait. Et ça me fait penser que quand j'étais petite,
aux anniversaires de maman, à Noël, etc., papa lui offrait des appareils électroménagers. Et un jour, maman s'est vraiment fâchée parce qu'elle a dit « mais moi je veux des cadeaux pour moi, pas des cadeaux pour la maison ». Mais cette mode a perduré très longtemps. Et pour le fun, je vous montre cette couverture de Charlie Hebdo en 1972, où là on voyait un tout autre outil Moulinex. Alors bien sûr c'était une vanne, mais 1968 était passé entre les deux photos, et on avait bien compris que la libération de la femme, c'était plus du tout par les appareils électroménagers, mais que c'était bien par la libération sexuelle que ça avait lieu. Alors, passons aux inégalités hommes-femmes. Bon, assez rapidement, c'est simplement pour avoir toutes les données de ces racines que je vous propose d'explorer aujourd'hui qu'on fait un tour sur les inégalités hommes-femmes. Alors, la première chose qui fait les inégalités hommes-femmes, c'est l'éducation. L'éducation, ça passe par tout ce qui nous est transmis de génération en génération. Évidemment, les garçons en bleu, les filles en rose. Les jouets des filles, c'est des poupées pour les préparer à la maternité, et puis c'est des dinettes pour les préparer aux tâches ménagères. Et puis les garçons, c'est des voitures, ce qui encourage leur côté dominateur. C'est des microscopes et puis des choses d'experts, de chercheurs, comme dans la pub aujourd'hui. Dans la pub, quand on a besoin d'experts, en général, ce sont des hommes. Quand on vend de la lessive, en général, ce sont des femmes. C'est toute cette éducation et ce formatage de la société qui prédispose à ces inégalités hommes-femmes. En priorité, c'est énorme ce poids-là. Alors, c'est les idées préconçues. Comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau des femmes est mou. Mais même si maintenant, on n'en est plus là, on continue à penser qu'il y a des métiers pour hommes, des métiers pour femmes, que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Ça perdure encore pour énormément de gens dans la société, encore aujourd'hui, qu'il y a une différence d'intelligence. Et c'est véhiculé par des recherches qui disent que le cerveau humain, le cerveau des hommes a en moyenne 16% de plus de neurones que les femmes. Et on a beau dire que c'est pas la quantité de neurones qui compte, mais c'est la qualité d'utilisation, ce qui est vrai, ça contribue à continuer à mettre des idées préconçues dans la tête des gens, hommes comme femmes. Le cinéma aussi met des idées préconçues. Quand le héros, il y a Zorro qui arrive avec sa cape et son chapeau, et devant une femme, et la femme fait « Oh non !» Et Zorro l'embrasse virilement, et on voit bien que de toute façon le non c'est un oui. Et toutes ces idées préconçues contribuent à créer cet inconscient collectif dont je vous parlais au début, et à créer ces inégalités hommes-femmes que nous subissons encore aujourd'hui. Alors les modèles économiques aussi contribuent à ces inégalités. Pour vous en donner un exemple très simple, dans les sociétés où le modèle économique est agricole et où les femmes aident les hommes au champ, en plus de faire les tâches ménagères, d'élever les enfants, etc., eh bien, ce sont plus des sociétés matriarcales. Ce sont les femmes qui dirigent le monde, si on peut le dire comme ça, dans ces sociétés-là. Alors que dans les sociétés industrielles, avec les usines, ce sont plus les hommes qui dirigent, parce que notamment, en France, avec l'époque de l'industrialisation, au tout début, les hommes et les femmes travaillaient en tant qu'ouvriers, mais on a renvoyé les femmes à la maison parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il y avait une grande mortalité au niveau des enfants. Et donc c'est de nouveau l'homme qui rapportait le salaire à la maison et qui, par ce biais-là, dominait les femmes. Comme dans les sociétés où les hommes étaient des chasseurs et pas des agriculteurs, quand c'était des chasseurs, eh bien, c'était eux qui allaient à la chasse et qui ramenaient à manger à la maison, et donc c'était eux qui dominaient. Donc on voit bien que les modèles économiques ont une influence également sur le rapport dominant-dominé entre les hommes et les femmes.
Mais ce qu'il y a de pire, je souris quand je dis ce qu'il y a de pire, mais j'ai juste mis mais surtout sur la diapo, mais je pense, mais ce qu'il y a de pire, eh bien, c'est au niveau de la religion. J'ai mis la religion, mais c'est au niveau des religions. Alors pour la religion, ça va être vite fait en fait, puisque quasiment quelles que soient toutes les religions, la femme est là pour procréer et pour être soumise à son mari. On va le voir un petit tour rapide, hein, juste pour vous donner une idée dans la part de l'inégalité entre les hommes et les femmes, quelle part la religion elle peut avoir. Dans la religion catholique, c'est simple, déjà les femmes ne peuvent pas devenir prêtres et les femmes n'ont pas la parole dans la Bible, ou très très peu, et même Marie a très peu la parole. Les mots qui sont associés aux femmes dans la Bible, c'est soumission et silence. Et la religion catholique est probablement celle qui est le plus rigide au niveau de la sexualité. Même Jean-Paul II, donc Jean-Paul II, fin XXe siècle, disait « Quiconque éprouve du désir pour une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur, même si c'est pour son épouse », pour vous montrer quelle est la rigueur catholique au niveau de la sexualité. Et que dire au niveau de la jouissance féminine. Pour la petite histoire, l'Église catholique a toujours validé l'orgasme masculin, puisque l'émission de semences pour la procréation pour les hommes passe par l'orgasme. Donc, c'est validé par l'Église. Par contre, elle se demandait quelle était la raison de la jouissance féminine. Et il y a des médecins, il y a longtemps, hein, Aristote et Galien au IIe siècle, qui pensaient que les sécrétions féminines mélangées aux sécrétions masculines engendraient la procréation. Donc du coup, l'Église devait reconnaître que quand les femmes étaient excitées, il y avait plus de production de sécrétions, donc a priori plus de chances de procréer, et elle se posait la question. Et quand il a été démontré que ce n'étaient pas ces sécrétions vaginales qui étaient à l'origine de la procréation, alors là, il n'y avait plus aucune validation pour la jouissance féminine. Les femmes, une femme honnête, ne devait trouver sa joie que dans la maternité, et tout ce qui était plaisir sexuel n'avait plus lieu d'être. La femme en était réduite à être là pour procréer. C'est une mère, point barre. Et je fais un petit aparté sur Marie qui était mère et vierge. Ce n'est qu'en 649 qu'il y a un concile qui a dit que Marie était vierge. Au démarrage, ce n'était pas dit en tant que tel. Et l'Église a dit que ce n'était pas un dogme de parler de la virginité de Marie, mais c'est devenu quelque chose de très ancré dans la foi catholique. C'est incompréhensible de penser qu'on peut être vierge et mère en même temps. Alors après, bon, dans une histoire de symboles, certes, mais toute cette littérature a contribué à creuser le fossé des inégalités entre les hommes et les femmes et à penser que les femmes sont ou des vierges pures ou des mères, pour que ce soit des femmes honorables. La femme sexuelle, sexuée, est complètement ignorée. C'est une vierge ou une mère. On y reviendra un petit peu tout à l'heure selon les tabous. Je vous ai mis un extrait biblique pour bien résumer ce que l'Église catholique voit chez la femme. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Clap, clap, clap. Faisons un petit tour du côté de la religion juive, où là c'est un peu pareil, puisque les femmes ne peuvent pas être rabbins, à quelques exceptions près. Hein. Y a beaucoup d'inégalités aussi dans le traitement entre les femmes et les hommes. Par exemple, l'adultère féminin est condamné, mais il n'est rien dit au niveau de l'adultère masculin. Et puis, une fois que les femmes deviennent veuves, elles doivent vouer leur vie à Dieu, ce qu'on ne demande pas du tout aux hommes.
Pourquoi? Et je vous ai mis là un extrait d'une prière d'une religion judaïque, une prière que des hommes doivent faire tous les matins. « Sois béni Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme. » Et on fait encore un petit tour. Donc c'est rapide, mais c'est très imagé. Ça montre vraiment ce fossé qui a été creusé pour la religion islamique. Mais les femmes ne peuvent pas non plus être imams, comme les femmes ne peuvent pas être rabbins ou prêtres. Les femmes doivent prier séparées des hommes à la mosquée, puis elles doivent porter le voile, qui est le seul moyen de masquer la perversité féminine. Un extrait du Coran, c'est pourquoi la femme doit avoir la tête couverte, signe de sa dépendance par respect des messagers de Dieu. Donc c'est un petit tour très concis des religions, parce que là aussi on peut en faire toute une thèse. Mais tout ça, on le porte en nous, tout ça c'est ancré. C'est des religions qui ont des siècles et des siècles d'enseignement. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas en vouloir aux hommes de se comporter de cette façon-là. Ils ont été éduqués, ils portent ce poids de croyance en eux. C'est toute une éducation qu'il y a à revoir pour s'ouvrir. Et on va voir maintenant, au niveau des tabous, ce que ça peut ancrer aussi dans notre société, dont doivent se libérer les femmes à l'heure actuelle. Alors je vous ai mis exprès une photo assez polémique et on va voir quelques-uns des tabous les plus marquants, les tabous qui empoisonnent les femmes, qui les emprisonnent d'une manière incontestable. J'avais lu une interview de Scarlett Johansson en 2017 où elle disait que la sexualité féminine était toujours taboue. Et elle avait raison. Elle le disait à juste titre. Quand un homme aime le sexe, on dit que c'est un don Juan. Et quand une femme aime le sexe, on dit que c'est une traînée, une salope, une putain. C'est encore le cas. On a beau parler de libération sexuelle, de révolution sexuelle, c'est tellement ancré dans les mentalités qu'aujourd'hui encore, une femme qui aime le sexe est encore mal considérée. C'est pour ça qu'il revient à chaque femme d'assumer sa sexualité et d'assumer sa libido pour pouvoir avancer. Si on reste terré par la peur de se faire juger dans notre société, on n'avancera pas. C'est en étant bien dans sa peau, en sachant qui on est, ce qu'on veut et en affirmant qui on est et ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, qu'on fera avancer chacune à notre mesure la condition féminine et puis notre qualité de vie. Notre qualité de vie, elle dépend complètement de ça. Et donc la sexualité féminine est encore un tabou de nos jours. Un autre tabou, c'est le poil. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est devenu tellement naturel de s'épiler, mais le sexe féminin et les poils pubiens sont justement tellement tabous que maintenant on s'épile et on enlève cette trace de femme sexuée. Pour revenir à une notion de sexe de petite fille, on voit naître maintenant beaucoup de chirurgie esthétique du sexe des femmes, du sexe des hommes aussi, mais là je parle du sexe des femmes parce que, par exemple, il existe une chirurgie où on va couper les petites lèvres parce que quand des femmes ont accouché et qu'il y a eu une distension de leur sexe, les petites lèvres peuvent rester plus grandes et donc elles se les font couper pour de nouveau avoir l'apparence d'un sexe de petite fille, c'est-à-dire d'une vierge. Parce que la femme pure, c'est la vierge, la maman ou la madone, et que la femme sexuelle, c'est encore tabou de nos jours. Même si on voit
dans les médias cette image de la femme sûre d'elle, de la femme sexuelle. Ça reste dans les films. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Dans la vraie vie, les femmes se font encore juger sur leur sexualité, parce que le jugement il est encore extrêmement présent dans notre société. Quand la société aura suffisamment évolué, on sera au-delà du jugement. Mais avant que ce soit la société qui soit au-delà du jugement, il en revient à chaque être humain individualisé de dépasser le jugement, de dépasser les tabous et de faire avancer les choses. Alors, ce qui est tabou aussi, c'est les odeurs, tout simplement, les odeurs corporelles. Le nombre de femmes qui prêtent une attention hallucinante à la propreté de leur corps parce que des odeurs de leur sexe, des odeurs de leurs règles, c'est tabou. Et c'est parce que c'est pour ça que ça les dérange, parce que c'est tabou. Si c'était pas tabou, ça les dérangerait pas, ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. Le plus grand des tabous qui entourent les femmes, ça reste le sang des menstruations. De tout temps, ça a été considéré comme maléfique. On dit que les hommes versent leur sang et que les femmes perdent leur sang. Parce que quand une femme a ses règles, elle perd son sang et c'est le symbole de la perte de l'enfant qu'elle n'a pas conçu. C'est la perte de sa plus grande valeur, c'est-à-dire sa plus grande valeur, la procréation. Et oui, je disais de tout temps, les menstruations étaient maléfiques. On disait des femmes, quand elles avaient leurs règles, qu'elles pourrissaient la viande, qu'elles faisaient tourner le lait, qu'elles stérilisaient les champs. Enfin, il y avait toute une longue liste de catastrophes issues du passage d'une femme qui avait ses règles. Et avoir des relations sexuelles pendant les règles, c'était... mais honteux, c'était hérétique, c'est le mot que je cherchais, c'était hérétique. D'ailleurs, la Bible dit que les règles, c'est une malédiction que les femmes se transmettent de mère en fille. La Bible l'a dit, c'est une malédiction. C'est fou de penser que les règles, c'est une malédiction. Et il était dit également que les enfants roux étaient des enfants qui avaient été procréés pendant les règles des femmes. Donc maintenant qu'on connaît l'obstétrique et la gynécologie comme on la connaît aujourd'hui, on sait très bien que pendant les règles, les femmes ne sont pas fécondes. Mais c'est pour vous montrer quel est le poids du tabou du sang menstruel de la femme qui est là depuis des siècles, voire des millénaires. Je ne suis pas allée chercher si loin dans mes recherches, mais c'est très très ancré. Et dans la religion juive, encore actuellement, la femme qui a ses règles doit être isolée pendant 7 jours. Elle ne doit pas avoir de relations sexuelles avec son mari. Elle est isolée et elle doit prendre un bain de purification au bout des 7 jours. Et on doit quand même vérifier dans ses sécrétions si elle peut de nouveau être pure pour avoir le droit de retourner avec son mari, d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Et il existe énormément de rites de purification sur après les menstruations sur les femmes. On pourrait penser que tout ça est révolu, mais quand on voit les publicités pour les serviettes hygiéniques, on ne met même pas de liquide rouge, on met un liquide bleu. Alors je crois que pour une des marques ça a évolué, c'est devenu rose, mais c'est encore tellement marqué le sang des femmes que même dans les publicités aujourd'hui, on met du liquide bleu, voire rose, pour concrétiser en fait les règles des femmes dans des pubs du 21e siècle. C'est extrêmement lourd et pesant d'avoir à porter ce poids de quelque chose de maléfique alors que c'est simplement la nature qui le fait comme ça. Il y a encore d'autres tabous qui sont toujours présents, même si quand on ne les connaît pas, on peut ne pas avoir conscience que tout ça pèse sur la sexualité féminine et la libido féminine.
Mais un des tabous, c'est la frigidité. La frigidité, avant, c'était presque une qualité puisque la jouissance féminine était plutôt mal vue. Mais maintenant, la jouissance féminine est presque devenue un devoir. Donc la frigidité est tabou de nos jours. C'est devenu un ordre social. Tu es femme. Maintenant, la révolution sexuelle est passée par là. Tu dois jouir, tu dois avoir un orgasme. Et puis, cette jouissance doit encore être phallique. J'en avais parlé dans la première vidéo. Mais encore de nos jours, on pense que la jouissance des femmes est créée par l'homme. C'est l'homme qui doit donner la jouissance aux femmes, la femme n'étant pas active et responsable de sa propre jouissance. C'est encore ce qui a cours de nos jours. Et tout ça bloque les femmes dans leur féminité, dans leur sexualité, dans leur libido. Il y a un autre tabou, c'est la ménopause. Elle a toujours été tabou dans les anciennes civilisations. Il était dit que les hommes ne devaient pas avoir de rapport sexuel ni avec les femmes stériles, ni avec les femmes ménopausées, parce que ces femmes-là, n'ayant plus de risque ou de chance de tomber enceinte, eh bien leur sexualité devenait excessive et elles devenaient des femmes maléfiques parce qu'elles allaient prendre toute la substantifique moelle des hommes et elles étaient insatiables. C'est ce qui en était véhiculé. Et pour en revenir à la notion de sang, dont je vous parlais juste avant, les femmes ménopausées, comme elles ne saignaient plus, on pensait que tout ce qui était maléfique et qui pouvait partir dans le sang des menstrues, je fais une pause parce que on pensait donc que les femmes étaient pleines de maléfices qui s'en allaient avec leur sang menstruel, c'est pour ça qu'il était si mauvais. Eh bien la ménopause, ces maléfices ne pouvaient plus partir et qu'ils venaient dans leur regard et que le regard des femmes ménopausées était maléfique. Aujourd'hui, la ménopause, elle n'est plus considérée comme étant maléfique, mais elle est considérée comme étant une maladie. Et pourtant, c'est complètement naturel. La puberté, la ménopause, ce sont des choses complètement naturelles. Et c'est tout ça qui m'a amené à la vision taoïste dont je vais commencer à vous parler dans la prochaine vidéo. Un rapprochement à la nature, une femme sacralisée, sacrée, la sexualité sacrée. Mais sans pudibonderie, sans le côté rigide et rigoriste des religions. C'est le côté sacré dans la conscience de ce que l'on peut faire. C'est tout ça qui m'a amené au taoïsme et qui fait que je vais vous délivrer ce message-là. Mais le but d'aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre tout ce qui peut peser sur les femmes. Et encore, je parle des femmes en France, parce que les tabous, les interdits dans d'autres civilisations au XXIe siècle sont énormes. On voit encore de l'excision, de l'infibulation, c'est-à-dire on coud le sexe des femmes ou on leur met un anneau dans les petites lèvres pour empêcher toute pénétration. Ça a encore cours de nos jours aujourd'hui. Si on fait l'analyse de la sexualité au XXIe siècle sur la planète, il y a encore beaucoup plus de choses à dire que simplement ce que je vous ai dit pour des femmes qui vivent en France à l'heure actuelle. Bref, tout ça va nous amener au discours taoïste que je vais commencer à vous amener dès la prochaine vidéo de cette formation qui a pour but de libérer votre libido pour vous affirmer, avoir un droit à l'existence, vous affirmer en tant que femme, affirmer votre sexualité et donc embellir votre vie par tout ce que ça va impacter dans cette démarche.